Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, nous allons baigner dans la Tunisie des années 50 et à ce titre, je reçois Annick Pérez, à qui je dis avant tout bonjour Annick. Bonjour Monique. Alors Annick, vous nous arrivez avec Une nuit à Carthage, qui est un roman. D'ailleurs, le côté romanesque, on pourra en parler au cours du roman, au cours de l'interview. Car en réalité, tout démarre en 1947, à Bossit. Alors, Bossit est la proche banlieue de Tunis, un quartier huppé, qui le devient de plus en plus. Et je vous donne la parole pour nous placer un petit peu vos personnages, car il y a une partie, non pas autobiographique, mais je dirais parentale. On peut dire quand même que c'est tiré d'une histoire vraie, mais que les scènes sont complètement inventées, pas les personnages. C'est l'histoire de mes grands-parents, de ma famille et d'une maison. Une maison blanche avec des balustrades bleues qui surplombait Bossit, et qui était la maison des Barenti, de mon grand-père Isaac Barenti, et plus exactement Isaac Pariente et Tita, Esther Pariente, qui étaient des personnages extrêmement connus à Bossit, puisque mon grand-père était l'ami du B et de Bourguiba, qui était à l'époque jeune avocat, et ma grand-mère était connue pour sa cuisine, ses repas, etc., ses réceptions, et surtout pour son caractère très, très, très mère tunisienne, mère juive. Alors, en effet, Tita a un caractère très trempé. Oui. Elle ne vit que pour ses enfants, elle n'a pas d'amis. Non, elle ne vit que pour ses enfants. J'ai appris par un de mes cousins qu'elle avait quelques amis, mais moi, j'ai jamais entendu parler d'un ami de ma grand-mère, jamais. Et alors, donc, à Bossit, Isaac Barenti, parce que c'est la prononciation de Parienti en judéo-arabe, voilà. Barenti, qui est maire de la petite commune de Bossit. Absolument. Et qui est à l'origine de la création de non pas de la communauté, mais de la synagogue de Bossit. Oui, avec des fonds de juifs tunisiens de Bossit. Les Bossitois sont ravis et se reconnaîtront dans cette interview. Mais je reçois des lettres, c'est incroyable le nombre de lettres que je reçois de Tunisiens, de Bossitois, de gens il y a même des gens qui m'ont parlé de Claudine Halal, dont la fille est très connue en Israël, qui est chanteuse. Enfin, des trucs de fou, quoi. En fait, c'est la mère de la chanteuse. Voilà, la mère de la chanteuse, oui. Voilà. C'est une famille qui était très connue en Tunisie, à Tunis, et dont la fille chante très très bien, aussi bien en hébreu qu'en arabe, en fait. Et alors, les personnages hauts en couleur, on a Tita avec ses enfants, parce qu'elle a une famille nombreuse. Oui. Elle a donc Joseph. C'est l'aîné, c'est le gominé, le dédaigneux, mais quand même qui a un cœur très tendre, il est très soucieux, il s'occupe de ses frères et sœurs, et il les couvre la nuit. La petite qui n'aime pas beaucoup, et qui est d'ailleurs un petit peu un des personnages clés du roman. C'est le personnage clé du roman, c'est Fliflo, c'est ma mère, c'est la toute petite, la dernière, qui a une ambition à l'âge de 14-15 ans déjà. À 14 ans, elle a voulu être infirmière, elle a passé le concours de la Croix-Rouge, mais c'était interdit aux Juifs en Tunisie. Donc elle a raté, enfin elle n'a pas pu le passer. Et elle avait l'ambition comme but dans la vie. Enfin, c'est un personnage très, très, très tendre et en même temps très ambitieux. Et alors justement, au travers de Fliflo, on découvre une deuxième famille qui arrive et qui est un petit peu dédaigneuse, mais comme dit Tita, sans le sou, la famille Samama. Sans le sou, oui. Et le fils, Paul, qui s'amourage de Fliflo. Alors qu'il a 12 ans quand même. Hein. Il a 12 ans, absolument. Il est plus jeune qu'elle de 3 ans. Et il a 12 ans, à peine 12 ans, et il a décidé de l'épouser à 12 ans. C'est ahurissant, ça paraît fou aujourd'hui, mais
à l'époque, les choses étaient différentes, je crois. Ils avaient une notion du temps qui était différente de celle d'aujourd'hui, je pense. Tout à fait. Et on voit ce Paul qui s'installe, qui fait de tout pour travailler, qui est en costume, qui se loue un bureau à Tunis. Mais en À fait, 15 ans. oui, mais il n'intéresse pas tellement Alice Fliflo. Non. Il rêve d'autre chose. Oui. Mais l'histoire va nous prouver qu'en fait, les rêves et les réalités sont différentes, car dans cette vie de juif de Bossite apparaît un nouveau personnage, un barani, comme on dirait en judéo-arabe, un étranger. Oui. Je Un veux parler chéliard. bien sûr de Neldo. Voilà. C'est un chéliard. C'est un guide qui a été envoyé par le Mossad en 1952, 4 ans après la naissance d'Israël, et pour amener des jeunes juifs du Maghreb, parce qu'il y avait beaucoup de Polonais, en fait, d'Ashkénazes, et il n'y avait pas du tout de juifs du Maghreb qui se sentaient très, très, très en sécurité dans les pays arabes, sans quoi ils avaient vraiment tort. Et il faisait des camps, enfin, etc. Il a été d'ailleurs aidé par Isaac Parian pour monter ces camps. Et il leur apprenait l'hébreu, les danses, la langue, l'hébreu, enfin tout. Et il est tombé follement amoureux d'Alice Fliflo. Il était très beau. Ce qui est étrange, c'est qu'il a installé à Carthage un kibbutz miniature. Voilà, voilà. Alors qu'en fait, lui voulait meubler le kibbutz Regavim en Israël, qui a été créé en grande partie par des juifs tunisiens et italiens. 100% jusqu'à présent, moi j'ai quitté le kibbutz, enfin j'ai vu le kibbutz pour la dernière fois en 2019. 100% des kibbutzniks de Regavim sont tunisiens, et même l'ex-femme de Daniel Sheikh, l'ambassadeur d'Israël en France, était de Regavim. Ah oui, elle était tunisienne. C'est un scoop. Elle était tunisienne, ouais. Alors, Annick, est-ce que vous pourriez nous parler de cette vie dans cette maison à Bossite? Parce que, en fait, Isaac Baranti invite Neldo, mais c'est une histoire qui est magnifique, c'est le cadre, le portrait d'Isaac Baranti. Oui, voilà, c'est ça. Il s'est fait faire le même portrait. C'était quelqu'un de très, très, très... qui a perdu sa mère à l'âge de 3 ans, et donc qui avait décidé d'être vivant et d'exister, etc. Il avait une très forte personnalité en dehors de la maison, parce qu'à la maison, il n'avait pas son mot à dire. Mais il a fait faire un portrait de lui exactement de la même taille que celui du portrait du B de Tunisie. Et c'était du jamais vu en Tunisie dans les années 50. Personne ne se faisait faire un portrait par un très très grand peintre de l'époque. Ça n'existait pas. Et lui, il en a fait un, oui. Et c'est le portrait que remet Coco à la dernière, enfin, à Anouk, à la fin, à l'enterrement de sa mère. Ça commence par un enterrement, l'enterrement de Fliflo. Et ce portrait est toujours maintenu, gardé dans la famille? Alors j'ai appris, parce que je ne savais pas du tout où il était, et j'ai appris qu'il est en Israël chez Claude, un des fils de Fradji. Alors Fradji, justement, qui était le préféré de Tite. Ah oui, c'était elle adorait Fradji, parce que elle voyait même pas qu'il était petit de taille. Bon, tout le monde était petit en Tunisie, mais celui-ci, c'était vraiment toute sa vie. C'était un garçon très généreux qui sortait avec 10 000 t-shirts sur lui-même, et sur lui, il distribuait tous les t-shirts qu'il avait. Il rentrait toujours en petite chemise. Alors, il y a un passage qui est magnifique, si vous permettez, je vais lire 2 phrases, parce que donc, il y a Joseph, l'aîné, qui est marié à Zizette, et Zizette, à un moment, a un doute, elle pense que son mari la trompe. Et la phrase de Tite est magnifique, elle lui répond sans même la regarder, une fois que Zizette la tient au courant. Et si elle avait été belle, est-ce qu'on aurait été content, nous? C'est vraiment une réponse de mère juive tunisienne. Voilà, exactement. Parce que Zizette disait, mais en plus, elle est affreuse. Et elle dit, et si elle avait été belle, on aurait été content, nous?
C'est vrai que c'est tout à fait... Tita avait des réponses comme ça. Elle était très intelligente. Elle lisait beaucoup. Et elle avait des réponses très courtes. Et même pour la tuberculose, par exemple, pour Wassila et tout ça, elle disait... elle avait des réponses tout le temps courtes, mais elle était très efficace. Vous parlez de Wassila, la fille de Majid. Voilà, la fille de Majida qui était au service de la famille Barenti et qui pendant un moment toussait beaucoup et elle lui disait non, non, elle n'a pas la tuberculose. La maladie. Disait pas le nom. Pas la maladie. Ils prononçaient pas les noms. Prononçaient pas les noms. Et alors, en fait, c'est un roman où il y a plusieurs tiroirs. Et bien sûr, puisque vous évoquez la lecture, l'intellectuel de la famille, c'est Salomon, qui lit absolument. D'accord, ouais, mais le côté romanesque, il y a un côté romanesque parce que, pour moi qui ai bien connu la Tunisie jusque dans les années 66 et même après, je peux vous assurer que dans les années 50, aucun juif tunisien ne connaissait la Pléiade. Donc, ce côté romanesque, il connaissait vraiment la Pléiade. Ah bah oui, non seulement ça m'avait interpellée. Je pensais que c'était votre côté romanesque. Ah non, là, il connaissait la Pléiade. Et par contre, évidemment, j'ai tout inventé des scènes. Donc, la scène du mariage d'Alice et de Paul, quand il boit la santé de Camus et de son prix Nobel, ça c'est inventé. Oui. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fait ça. Disons que tout ce que je raconte, c'est des choses que je n'ai pas vues, évidemment, puisque j'ai quitté la Tunisie bébé. Mais je sais que c'est des choses que tout le monde aurait fait. Tout comme quand Paul demande la main d'Alice, c'est possible que ça se soit passé comme ça. C'est tellement, mais tout est inventé dans les scènes. Hein. J'avoue que ça se lit avec beaucoup de plaisir. Et alors, il y a plusieurs expressions en arabe. Tite, elle est magnifique. Votre grand-mère, elle est... il y aurait un portrait à faire de Tite. Elle dit Belkol, Belkol, Belkol. Une onomatopée tout le temps. De sens. Oui. Ma mère m'a dit... Ma mère m'a toujours dit que c'était son mot. Elle disait jamais un autre mot, quoi. C'était Bulkle, c'était pas du tout, jamais, pas question, enfin tout le temps. Elle disait tout le temps ça. Et alors il y a aussi le personnage de Marie. Alors le personnage de Marie, c'était une sorte de sainte en fait, une femme extraordinaire. Qui a dédié sa vie aux enfants malheureux, aux enfants dont les parents étaient loin ou aux petits orphelins, etc. Et moi, comme mes parents étaient en France, donc j'ai grandi chez elle. Enfin, j'ai passé 2 ans chez elle. C'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'affection. Vous savez que c'est la première fois que je dis à quel point c'est une histoire vraie. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de jeunes et j'étais très surprise de voir que les jeunes avaient tellement aimé ce livre, de blogueuses de New York, de tous les pays et des filles qui ont pleuré, etc. Et des jeunes. Et là, elles me demandaient est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai. Et à la fin, j'ai fini par dire oui, bah oui, c'est vrai. Ces gens ont existé. Oui, c'est ma famille. Et c'est au nom de cette famille que j'ai écrit ce livre. C'est un devoir de mémoire, en fait. Voilà, c'était comme un témoignage, comme si j'avais quelque chose à faire, parce que ma mère était quelqu'un qui n'a pas été reconnue comme elle aurait dû l'être, et parce que c'était une femme d'une force et d'une noblesse extraordinaire. D'ailleurs, c'est elle qui a tenu la famille debout, malgré tous les drames. Et il fallait en parler, et le charme de mon père. Et puis Neldo aussi, que j'ai connu, qui vit encore à Régavine, qui est vivant et qui attend le livre. Alors, vous allez nous parler un petit peu, parce que Fiflo est le grand amour de Neldo, mais vice-versa. Et malheureusement, un soir, il disparaît. Et là, vraiment, c'est une fresque entre la Tunisie et Israël que vous décrivez. Parce que. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé comme ça. Il est parti dans la nuit parce qu'il a été rappelé par le Mossad. Et
voilà, donc ça a été. Il n'a pas arrêté d'envoyer des lettres, et ça, je ne dis pas ce qui s'est passé ensuite, mais il est parti sans prévenir, oui, dans la nuit. Et vraiment, il a fait partie du commando de la capture d'Eichmann? Non, ça non. Ça non, mais par contre, c'était un membre très influent au Mossad, mais il n'a pas fait partie de la capture d'Eichmann. Comme ça, en fait. Alors, vous allez me parler un petit peu du mariage de Paul et Fliflo. Parce que ce qui est très bien, c'est d'avoir parlé du Azim El Ouatan, donc Bourguiba, qui apparaît, puisqu'il a été aidé par la communauté juive, par les notables, pour installer son pouvoir. Et c'est une forme de reconnaissance, en fait. C'est-à-dire que Bourguiba était un ami de Isaac Barenti depuis qu'il était, je crois que ça a été le premier client de Habib Bourguiba, était mon grand-père. Quand il était jeune avocat, c'était pour un truc de créance ou je ne sais pas quoi. Et donc son premier client, c'était mon grand-père. Il a connu Gagou, Isaac Barenti a connu Bourguiba au tout début, quoi, quand il avait 30 ans. Et ils sont restés amis toujours. Il a été sous la protection de Bourguiba jusqu'en 1968, date de sa mort. Alors, donc, Paul et Alice se marient, mais bon, la vie, je crois qu'ils ont eu quand même, il y a 61, il y a Bizerte, et il y a le départ. Alors, ils arrivent dans un tout petit appartement à Montrouge. Ils ont 2 filles. Mais une des 2 filles est très malade. Et là, vous écrivez des pages de cette maladie, puisqu'elle a droit à des transfusions sanguines répétées et autres. Mais elle est quand même sauvée en faisant appel à un des jugements d'un des médecins précédents que votre mère avait consulté, en fait. Tunisien, c'est-à-dire que ma mère, au départ, avait fait un déni de cette maladie. Et c'est un médecin tunisien qui lui a dit que c'était une maladie de sang. Et quand elle est allée, ils ont été suivis en France par le professeur Jean Chapelle, mais il s'appelle autrement. C'était une grande sommité à l'hôpital Saint-Louis. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on lui avait prédit de ne... Enfin, le professeur disait toujours à ma mère, priez, c'est tout, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, à l'âge de 7 ans, ils ont enlevé la rate à cette petite fille et ça lui a sauvé la vie, alors qu'il y avait un Cohen, un jeune médecin tout jeune qui avait fait ses études d'ailleurs avec Jean-Charles, qui avait dit immédiatement à 6 mois qu'il fallait enlever la rate. Et Jean-Charles a dit c'est mon élève, c'est pas lui qui doit savoir ce qu'il faut faire, et en fait c'était lui qui avait su dès le départ ce qui aurait pu la sauver. Et c'est vrai que Montrouge, l'avenue Verdier, tout ça, ça a été très difficile pour la famille, et la maladie de Monique, etc. Tout ça a fait de la famille, a éloigné le couple, c'est sûr. Mais Monique s'en sort très bien, en fait. Elle s'en sort très bien, ouais. Et la vie continue. Et alors là, on arrive un petit peu vers le dénouement, parce que Neldo, quelque part, Neldo parlait français. Ah oui, il était d'origine tunisienne, mais il était sabra, donc il est né en Israël. Et il avait beaucoup un peu de mépris quand même pour les juifs tunisiens qui ne comprenaient pas que le monde avait changé. Et il y a des belles scènes entre eux inventées, complètement inventées, parce que j'ai appris qu'ils ne les avaient jamais rencontrés, Isaac et Salomon. Des très belles scènes entre Isaac, Salomon et Neldo. Et alors donc, les années passent, et au cours d'un voyage en Israël, Fliflo, je vous donne la parole, retrouve Neldo. Ouais, mais là, c'est 50 ans plus tard, ouais. Ben oui. C'est pour ça que je dis la vie continue, et elle retrouve Neldo. Alors, je vous donne la parole, parce que, est-ce que Fliflo, on se pose la question, parce que c'est pas évident, est-ce qu'elle a vraiment été heureuse quand elle a vécu au kibbutz? Non. Voilà, parce que ça se sent.
Ça se sent. Non, elle a pas, mais Neldo était toute sa vie. Elle aimait plus que tout. Mais elle n'a pas été heureuse du tout. C'était une citadine. C'était quelqu'un qui a monté des sociétés, qui était dans la mode, qui était. D'ailleurs, c'est ce que Neldo lui reprochait tout le temps, de son ambition, etc. Mais ils s'aimaient les deux. Et après, elle s'est mise à avoir des chats, à jouer à vivre comme les kibbutzniks. Et en plus, c'est des kibbutzniks, c'est le kibbutz d'après 2010, c'est-à-dire c'est plus le kibbutz très romantique, c'est le kibbutz où il n'y avait plus les champs, etc. C'était des maisons, c'est tout. Oui, oui, oui. Et voilà. La formule Non, elle moderne n'a pas été. du kibbutz. La formule moderne du kibbutz. Voilà, la formule moderne, c'est-à-dire c'est un village, quoi. Tout à moi, fait. j'ai très connu ce kibbutz puisque j'allais voir ma mère tout le temps et c'est un kibbutz, c'est un village, quoi. Mais Naldo est une personnalité que je pense, très bien décrite, d'une extrême intelligence, d'une extrême bonté et qui a été, avec ma mère, jusqu'à la fin, extrêmement précieux. Oui, c'est touchant parce qu'on sait, bon, on ne va pas dévoiler la fin. En tout cas, je suppose que Neldo va écouter cette interview et vraiment, je souhaite à Neldo, im ata shomea oti, ad mea ve'esrim shana bishvilcha. Je lui souhaite de vivre jusqu'à 120 ans. Bah, écoutez, amen, parce qu'il le mérite. Annick Pérez, on va terminer cette interview en rappelant ce roman qui est très agréable à lire, qui a été publié aux éditions Balzac, Une nuit à Carthage. Voilà. Merci Annick Pérez. Merci Monique, à bientôt. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Merci, au revoir.